Professeur Omer Massoumou, doyen de la faculté des lettres, arts et sciences humaines, poète, essayiste et auteur de plusieurs autres publications et articles. Sous ce registre, on l'appelle Omer Massem. Bonjour professeur. Bonjour, monsieur le journaliste. C'est lui l'invité de Téléculture, dont le menu de l'actualité affiche poésie, rumba, diversité. Madame, messieurs, amis culturels, bonjour et bienvenue dans Téléculture. Tout de suite, je m'en vais m'entretenir avec notre invité, le professeur Massoumou. Nous évoquerons avec lui le thème poète congolais d'hier à aujourd'hui. Professeur Omer Massoumou, qu'est-ce qu'on peut dire de l'histoire de la poésie congolaise? Entre-temps, il y avait une polémique dans le cadre de cette histoire, des origines ou des débuts de la poésie congolaise. Nous avons deux titres, Mauvais sang de Tikaya Utamsi et Premier chant du départ de Martial Sinda. C'est dans les années 50, mais aujourd'hui, on ne sait pas que dire. En fait, quel est le premier ouvrage des deux? Merci. Alors, l'histoire de la poésie congolaise, elle est au sein de la littérature congolaise. Peut-être qu'il est intéressant, avant de répondre à cette question, de dire à quoi sert une littérature pour un peuple qui est jeune, parce que le Congo est un pays jeune, environ un siècle de vivre ensemble. Et la littérature est ce domaine de l'encyclopédie qui nous permet en fait de construire notre identité, notre imaginaire commun. Alors, au sujet de la création littéraire, c'est vrai que c'est dans l'entreprise du montage de l'anthologie de la poésie congolaise où il avait été question de dire quel est le premier recueil poétique publié par un poète congolais. Il s'est trouvé que nous avons vu en 1955 l'apparition du Mauvais sang de Tikaya Utamsi et en 1955. Voilà, 1955. Et en 1956, c'était l'apparition du premier chant de départ de Martial Sinda. Mais là, c'était écrit édition originale. Bon, donc, par rapport, parce que j'ai même le livre dans ma bibliothèque de l'édition originale du premier chant de départ, et le fils de Martial Sinda, avec qui j'ai eu un commerce agréable, Thierry Sinda, je pense. Thierry Sinda, oui, me fait observer que voilà, le premier chant de départ était en réalité le premier texte. Bon, vérification faite, en fait, je lui pose la question de savoir, mais pourquoi le livre de 1956, il est écrit édition originale? Bon, il dit non, ça, il n'a pas vraiment répondu à la question. Et j'ai été obligé de m'adresser à la Bibliothèque nationale de France, où on me dit, oui, il y a un dépôt légal de premier chant de départ qui était fait en juin 1955. Ah, d'accord. En juin. Alors que Mauvais sang de Tikaya Utamsi était paru en décembre 1955. Okay. Donc on peut considérer aujourd'hui on peut considérer que premier chant de départ, c'est le premier recueil de poétique, parce que pour nous, en fait, c'était le premier recueil de poétique publié, parce que vous savez, si ce n'est que par rapport à l'écriture, il y a bien de textes antérieurs, parce qu'on a retrouvé des poèmes, par exemple, de Massamba Deba, publiés dans les années 30. Ah, d'accord. Oui. Okay. Donc, en fait, professeur, vous êtes poète vous-même. Oui. C'est quoi la poésie? La poésie, c'est l'expression d'une émotion, comme j'ai étudié des poètes qui ont aussi défini cette émotion, c'est l'expression de la parole essentielle. C'est-à-dire qu'on va y revenir à d'autres occasions, parce que lorsqu'on écoute de la musique, c'est en fait ce qui fait vibrer l'homme.
C'est cette parole qui nous motive, qui nous nourrit et qui nous donne parfois beaucoup d'énergie. De façon simple, c'est ça la poésie. Lorsqu'on vous écoute ou lorsqu'on vous lit, vous semblez classifier, découper l'histoire de la poésie congolaise en 3 étapes ou en 3 moments. 1955, 1970, 1970, 1990 et puis 1990, on va dire peut-être à 2020, à nos jours. Quelle est la particularité de chaque époque? Alors, il y a 3 périodes que j'ai pu distinguer. La première période, c'est celle des premières lumières, donc marquée par quelques têtes tutélaires, comme Tchikaya Otamsi, comme Martial Sinda. L'un et l'autre, en fait, forment un duo, une sorte de tandem, mais si Martial Sinda s'était placé plutôt dans la posture de la négritude, Tchikaya Otamsi est davantage un révolté. Et il veut afficher une identité beaucoup plus libre et qui ne se situe pas vraiment dans la poétique de la négritude. Après, on a des poètes nombreux que je place dans cette première période, les Maxime Debeka, les Gaboka, les Théophile Obenga, qui jusque donc au niveau des années 70 sont vraiment des poètes essentiels, de première lumière, de la parole qui vraiment s'associe à cette parole de l'indépendance. Et d'ailleurs, à cette génération, on peut ajouter Claude Ernest Ndala qui, dans sa somme poétique, parle de Dipanda, la vie dangereuse. C'est une poésie de revendication à cette époque? C'est à la fois une poésie d'affirmation identitaire, une poésie où on chante la liberté, où on a plutôt le chant de l'enchantement, de l'espoir. On n'est pas encore dans une sorte de désenchantement, non, on est dans cette poésie où on chante la liberté, on est à la fois fier de dire le devenir congolais. Donc, c'est vrai ça commence déjà la poésie de revendication, surtout quand on va chez Maxime Debeka. Voilà. D'accord. Alors, après cette période... Après cette période, dans les années 70, il y a beaucoup plus de poètes qui vont... je pense particulièrement à Jean-Blaise Bilombo Samba qui, avec témoignage, donc on entre dans la période socialiste, marxiste, où il y a une poésie beaucoup plus militante. J'allais dire politique, mais militante, c'est mieux. Voilà, une poésie militante avec, et on voit cette continuité encore chez Ndala Graï et chez Jean-Blaise Bilombo Samba avec témoignage. Et c'est aussi la période où on va voir, voilà le pavé que vous avez sur Soni Laboutansi, tous les poèmes de Soni Laboutansi. En fait, c'est cette période des années 70 à 90. Soni Laboutansi, c'est dans cette période-là. Oui, parce qu'il est d'abord, avant tout, un poète, Soni Laboutansi. Parce qu'il a écrit un nombre important de poèmes, même si de son vivant, plusieurs textes n'étaient pas publiés. Mais on sait que l'équipe de CNRS a pu publier donc, la somme poétique que nous avons là. Et voilà, comment vous appelez ça en fait? Ce sont des poésies, c'est une anthologie, personnelle de Soni Laboutansi. De Soni Laboutansi. Qu'on connaît plutôt comme romancier, comme dramaturge. Mais il est avant tout poète. Et lorsque je vois ce volume, ça m'impressionne en fait. Voilà. Donc, ce sont des textes inédits, non? En fait, il y a des inédits publiés à titre posthume, mais il y a aussi des recueils qu'il avait publiés avant, qui figurent là-dedans, dans cette somme poétique. Alors, je tombe ici sur page 200, voilà, j'ai ici 241. Une légende, c'est le titre. Quand Dieu eut dompté l'univers et toutes ses forces barbares, quand il eut lâché le temps, ainsi qu'un pigeon voyageur, il ouvrit par milliards des ailes. Oh, 1000 papillons fragiles qu'on ne peut briser sans la main de Dieu. La terre enchantée ouvrait des fleurs pour les yeux de ces aigles. Alors ici particulièrement, il y a pour les yeux de ces, il y a comme une rature. Est-ce que c'est fait exprès? Qu'est-ce que c'est?
Bon, c'est vrai que dans ce texte, puisque ce n'est pas l'auteur qui a publié, qui a géré la publication de ce livre, on a, dans la démarche qu'on appelle démarche génétique, on a envie de reproduire les traces Exactement. de la génération de l'écriture. Parce que pour arriver au texte définitif, il y a toujours une procédure de rature, d'ajout, de complément. Donc, à ce niveau-là, en fait, les éditeurs scientifiques, en quelque sorte, pas vraiment l'auteur, les éditeurs ont voulu laisser ces traces-là pour voir le cheminement de la parole. Comment la parole se génère, comment la parole poétique essaye de se construire pour dire ce que l'auteur est ou bien ce que nous sommes, parce que le poète est souvent porteur d'une parole collective. Alors, et cette période de 70-90, celle des Sony Laboutansi, comment vous la qualifiez? C'est une période d'affirmation de la poésie. C'est-à-dire qu'on est beaucoup plus nous-mêmes. C'est-à-dire que si la première période, même dans la création, dans les formes poétiques, on est plus proche de l'influence occidentale, on va voir que dans les thématiques, par exemple dans la période des années 70, il y a beaucoup plus une parole, c'est vrai, de revendication. Par exemple, quand on prend Mabankou aussi, c'est cette période qu'il commence... non, Mabankou, oui, Mabankou aussi, c'est cette période. Peut-être vers la fin de la période, les poèmes de Mabankou. Et il y a dans cette période une façon de dire nos réalités à nous. Et Henri Lopez entre dans cette période. Henri Lopez, c'est vrai, puisqu'il est l'auteur de l'hymne national, mais il est moins poète, donc il a produit moins de poèmes. Mais oui, c'est cette période également. Mais il est peut-être à cheval entre 60 et 70. On va regarder cette image. Vous allez regarder l'écran. Oui. Cette image-là, est-ce qu'elle peut venir l'image? Voilà. La petite image, ça vous rappelle quelqu'un? Bien sûr, c'est le poète, le latiniste, l'helléniste Dominique Ngoïngala, qui venait de nous quitter. Et c'est un aîné. C'est un collègue qui, jusqu'à ces derniers jours, a continué à encadrer des étudiants en thèse de doctorat, particulièrement à la formation doctorale d'histoire. Et nous n'avons pas manqué de lui rendre hommage au sein de la faculté, dans le sens où on a eu des réunions où on a observé des minutes de silence pour lui. Historien, mais poète aussi. Historien, poète, essayiste. Son très populaire poème, Prière d'être enterré à Mandou. Bon, oui, c'est vrai que, mais si, je ne sais pas si vous étiez aux Dépêches de Brazzaville, lors des gourmandises poétiques, parce qu'il a essayé de répondre à ces poèmes-là, puisqu'on lui avait posé la question de savoir si ce poème était toujours d'actualité. Et il avait dit, en gros, que Mandou, pour lui, était toute la terre, partout où il avait été accueilli, c'était son Mandou. Ah, d'accord. Voilà, donc maintenant, c'est vrai que dans les réseaux sociaux, on a vu réapparaître ce poème-là comme pour rappeler le poète... attaché au terroir. Voilà, attaché au terroir. Mais l'attachement au terroir, c'est comme disait Tchikaya Otamsi, le Congo m'habite. Bon, on peut ne pas être au Congo, mais on peut se sentir très attaché au terroir. Je vois par exemple un poète tel que Okundi, comment il est attaché au terroir. Il le porte le terroir en lui. Gabriel Mouné Okundi, il intègre quelle génération? 90 à nos jours? Lui, en fait, c'est la deuxième génération. La deuxième génération. Bien sûr, comme il continue à produire, mais son œuvre commence avec la deuxième génération. Et Dominique Ngoïngala? Dominique Ngoïngala, c'est plutôt... la première. La première. La première. Alors, la troisième génération, 90-2000. 90-2000, nous avons des grands auteurs qui émergent. Et je voudrais situer là, à la fois des poètes d'aujourd'hui, qui sont nombreux. C'est vrai que les noms, j'ai envie de dire, la charité bien ordonnée commence par soi-même, mais parce que je suis aussi poète, j'écris au nom d'Omer Massem.
Et là, par exemple, j'ai ce recueil qui vient de paraître, Matière de lenteur. Matière de lenteur qui est en édition italien-français, qui est paru en décembre 2019. Mais à côté, on a par exemple Ferrol Gassakis qui a publié. Il y a beaucoup de jeunes poètes, Rosin Luemba, Ekole Koba, poète aussi. Il y a, en tout cas, les noms sont innombrables. Parce que lorsque j'ai fait le décompte en montant l'anthologie, il y a un an, on était à plus de 150 poètes depuis 1955 à aujourd'hui. La littérature poétique est très abondante dernièrement. Est-ce que, entre-temps, vous parliez d'une anthologie de la poésie congolaise ou des poètes congolais? Où est-ce qu'on en est aujourd'hui? L'anthologie est à venir. On a eu quelques incidents de parcours et c'est comme on dit, l'homme propose, Dieu dispose. Le projet est là et je crois qu'il faut qu'on croise les doigts. Si ce n'est avant la fin de l'année, peut-être qu'en 2021, on aura dans les mains ce texte poétique. De 1955 à nos jours, voilà. Oui. Quels sont les grands poètes congolais, les grands noms qu'on pourrait retenir? C'est vrai que c'est toujours un exercice délicat. Parce qu'il y a des classiques en quelque sorte. On peut parler de poètes classiques congolais. Quand on parle de Tati Loutard, de Tchikaya Otamsi, aujourd'hui de Kunji, de Ndala, on a vu Sonny Laboutansi, Mabankou. Je pense pas tellement connu, Mabankou, pas tellement connu comme poète. Si, quand même. Mabankou, c'est aussi un poète. L'auteur du Tombeau transparent, comment le nom son nom m'échappe. Voilà. Il y a par exemple aussi, j'ai pas les supports ici, mais récemment, par exemple, les poètes assez récents, les générations actuelles, c'est vraiment il y a notre ami Sauf Gérard. Voilà, Sauf Gérard Gomamalanda, je cherchais le nom. Il y a Serge Boubanga. Oui, Serge, le jeune Goma Boubanga, voilà. Qui d'ailleurs j'ai préfacé ces recueils. Donc, en fait, il y a plusieurs poètes. La poésie congolaise vit quand même. Oui, elle est vivante. Est-ce que c'est le même objet qu'hier qu'en 1955? Aujourd'hui, quelles sont les thématiques aujourd'hui au cœur de la poésie congolaise? Lorsque j'ai essayer de regarder, il y a le chant. La question, le chant poétique, c'est-à-dire que la thématique du chant est très récurrente. On chante la beauté, on chante la nature, on chante la femme. Et en dehors de cela, on chante aussi le rapport à l'autre, le rapport, l'altérité. C'est-à-dire que c'est une poésie humaniste qui essaie de dire notre identité. Alors, le rapport à la nature, par exemple, est très fort avec Okundi. Okundi, aux traditions, le rapport aux traditions. D'accord. Oui. Merci beaucoup. Nous allons aller très vite parce que le temps semble jouer en notre défaveur. On va regarder une image que Jean-Michel Mapuka va nous préparer avec la complicité de Jean-Claude Gabiza. Une image du pape. Est-ce que l'image du pape est prête? Voilà. Ici, nous sommes dans l'actualité culturelle. L'Église catholique se positionne, semble-t-il, en faveur de l'homosexualité. Un commentaire, professeur? Est-ce que c'est un positionnement pour l'homosexualité ou c'est un positionnement pour l'humanité? Parce que l'Église catholique, c'est une Église qui se voudrait humaniste. Et l'une des paroles fortes de l'Église, c'est que ne pas juger. Donc, je comprends plutôt la posture du pape dans à la fois cette posture de pardon et cette posture où on dit, on ne juge pas, mais les homosexuels restent des êtres humains, donc des frères en humanité. Donc à ce titre-là, on les... Merci pour ce commentaire, professeur. Je vais vous faire découvrir une artiste. On l'appelle
Excellence Villa. Excellence Villa nous dit qu'on ne devrait pas choisir notre couleur de peau. Voilà, on va dire que l'artiste s'engage. C'est une jeune Congolaise. Nous allons écouter ces quelques notes et nous reviendrons sur le plateau. Je suis noire et fière de l'être. D'ailleurs, je n'ai pas choisi d'être noire. Mes parents n'ont pas choisi d'être noirs. Personne dans le monde ne peut choisir sa couleur. Aucune race n'est suprême à l'autre. Nous sommes simplement tous des humains issus de notre maman. Voilà, aucune race n'est supérieure à l'autre. Nous sommes tous des humains. Je n'ai pas choisi d'être noir. Ça vous fait dire quelque chose, un commentaire? On est encore là dans des problématiques anciennes. Lorsque Tchikaya Otamsi dit « sale tête de nègre, voici ma tête congolaise ». Et il s'agit à la fois de reconnaître effectivement qu'il y a une diversité de races, une diversité de langues, comme chez nous aussi diversité de tribus, et qu'en venant au monde, on ne choisit pas sa race, en venant au monde, on ne choisit pas le lieu de sa naissance, et que nous sommes frères en humanité. C'est des thématiques d'actualité, parce qu'il faut toujours rappeler que ce qui nous lie, c'est davantage cette humanité que nous avons en nous. C'est ce que tout le monde ne comprend pas lorsqu'on regarde. Hier, on a vu avec l'apartheid l'Afrique du Sud, mais aujourd'hui, on regarde en France. L'actualité est émaillée par ces choses-là, par des actes racistes, anti-noirs. On regarde aux États-Unis, c'est la même chose. Et je vais vous montrer une image, professeur. C'est un artiste, on l'appelle Puff Daddy. C'est un rappeur et il se propose de lancer d'ici là un parti politique pour rééquilibrer les forces au niveau des États-Unis, un parti politique qui va regrouper exclusivement des militants et leaders, on va dire, noirs pour défendre les intérêts de la communauté afro-américaine. L'image pourra suivre. Est-ce que c'est une bonne initiative, une belle initiative? Est-ce que c'est bien comme projet? Il faut toujours se mettre dans une posture d'élévation de soi. Parce que quand je disais au début que la poésie était une parole essentielle, alors, il a l'image là-bas, oui. Ce sont des paroles de révolte ou de postures de révolte qui ont peut-être le mérite de poser un problème, mais qui ne sont pas nécessairement des meilleures postures. Et parce que ce n'est pas dans la confrontation directe qu'on arriverait à relever le défi ou à faire comprendre à l'altérité blanche que l'identité noire a besoin d'être. Lorsqu'on dit Black Matters, et, que le noir compte, la vie des noirs, Black Lives Matters, je crois, que la vie des noirs compte, il y a là une démarche, non pas d'exclusion ou de confrontation à mener, mais de vivre en communauté. C'est beaucoup plus une poétique du vivre ensemble. On n'est pas dans une sorte de vie exclusive où on est renfermé comme d'apartheid pour les Noirs. Et d'ailleurs, c'est le combat des Blancs ou des Noirs qui sont porteurs d'idées positives. Ce n'est pas pour dire, voilà, on crée des milieux réservés pour X ou Y. Donc je pense que ce n'est pas une idée positive. Ce n'est pas une idée positive pour le vivre ensemble dans notre humanité actuelle. D'accord. Alors, les 13 et 14 octobre dernier, la directrice générale de l'UNESCO, Audrey Azoulay, effectuait un séjour de travail ici à Brazzaville dans le cadre du renforcement de la coopération entre l'UNESCO et le Congo. Séjour de travail mis à profit pour
visité l'école de peinture de Poto-Poto, vieille de 70 ans déjà, mais toujours riche et fascinante. Nous allons suivre le reportage de Jean-Chel Mapuka qui était lui aussi à l'école de peinture de Poto-Poto. Audrey Azoulay à l'école de peinture de Poto-Poto. Visite guidée sur fond musical rumba congolaise. Entre la visite de l'exposition de circonstances dans la cour de peinture de Poto-Poto et la contemplation de tableaux accrochés dans la galerie, la directrice générale de l'UNESCO s'est ainsi imprégnée de l'histoire de cette école faite par les peintres eux-mêmes avant le mot de bienvenue du ministre de la Culture et des Arts, Dieudonné Moyongo, qui dans la foulée a fait le plaidoyer de l'inscription de la rumba congolaise sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. Nous sommes poussés par l'obligation de léguer à l'humanité la rumba congolaise. Mais nous comptons sur vous, Madame la directrice générale. Nous comptons sur le comité intergouvernemental de sauvegarde du patrimoine culturel immatériel. Message reçu et donc réponse de la directrice générale de l'UNESCO, Audrey Azoulay. L'UNESCO va continuer de soutenir l'école de Poto-Poto. Et nous allons voir très concrètement comment le faire pour continuer à vous accompagner. Sur la rumba, je souhaite moi aussi que ce dossier puisse aboutir parce que très symboliquement, très profondément, ce serait une reconnaissance. In fine, belle ambiance à l'école de peinture de Poto-Poto le 14 octobre dernier au rythme de la rumba congolaise, mais aussi de cadeaux bien originaux. Voilà, une visite pendant laquelle on a abondamment parlé de la rumba. On parlait tout à l'heure de poésie, nous parlons de musicalité. La rumba, aujourd'hui, l'inscription de la rumba congolaise sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO, ça fait réagir les universitaires? Parce que les Congolais se demandent généralement à quoi ça sert, ça servira. Vous savez, la faculté des lettres, arts et sciences humaines a maintenant un parcours art où il est question de ces problèmes artistiques. Et la poésie corporelle de la rumba, inévitablement, nous intéresse et c'est notre part d'identité. Vous voyez, tout à l'heure, on disait, voilà, est-ce qu'il faut être renfermé, avoir des parties rien que de noirs? Mais là, on se rend compte que nous avons besoin d'affirmer d'apporter notre part identitaire à l'humanité entière. Donc, à ce niveau-là, on ne peut qu'encourager et on pense que si, vous voyez, par exemple, Bob Dylan aux États-Unis a pu avoir le prix Nobel de littérature, et pourtant c'est de la musique, c'est des chants, mais c'est parce que c'est une parole qui porte et qui contribue à faire l'homme d'aujourd'hui. Voilà. Merci beaucoup. Et le monde est régi par la poésie. Oui. C'est un peu ce que disait Théophile Obenga. Exactement. C'est la poésie qui est le début de tout. Merci beaucoup, professeur Omer Massoumou. Je rappelle que vous êtes doyen de la Flash. La Flash, c'est la faculté des lettres, arts et sciences humaines à l'université Marien Ngouabi. Vous êtes poète essayiste et avec vous, nous avons parlé des poètes congolais d'hier à aujourd'hui. Nous vous disons merci et certainement à une prochaine occasion. Merci beaucoup. Merci.